Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie Crépel. Salut Elodie. Salut! Euh, Merci à tu... toi pour cette invitation. merci, avec grand plaisir, d'autant que je te le disais, tu es quelqu'un que je suis depuis un moment et je sais que cet épisode va parler à beaucoup de monde ou va faire réfléchir beaucoup de monde. Avant de te présenter, bon, je vais te présenter, après tu vas te présenter toi. Tu es experte internationale sur tout ce qui est atypie, donc HPI que l'on entend de plus en plus, HPS également. Tu es dans la psychanalyse, la médiation également. Tu es formatrice et conseillère en transition pro. J'aurais rien oublié. Conférencière aussi Ouais, ouais, je et sais plus. autrice. Ouais, 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 ouais. C'est bon, j'ai fait le tour. On peut. Bon, qu'importe en tout cas s'il y a eu des oublis, en tout cas ça résume assez bien. Justement, comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Bah, tu vois, moi j'ai 4 enfants, donc oui, parfois ils me demandent c'est quoi ton métier, maman? Donc, non, je trouve que c'est compliqué effectivement d'expliquer parce que je fais plein de choses, tu vois, comme tu dis, j'écris des livres, il y a le podcast aussi, puis voilà, j'ai les conférences, les formations, les réseaux sociaux. Je pense que, en général, je dis qu'effectivement, je forme et j'informe, donc par plein d'outils différents, tu vois. Pour ça, quand je dis à mes enfants, ben voilà, maman, elle écrit des livres, mais aussi, elle essaye d'expliquer les choses, en fait, sur des sujets qui sont importants pour moi, notamment, en fait, l'acceptation et la légitimité de la différence, notamment la neuroatypie. Pour moi, c'est hyper important. Je vis effectivement à l'étranger, au Royaume-Uni, et je travaille avec un public français. Et je vois tout le temps qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire en France. En France, on est encore, tu vois, au stade où est-ce que ça existe? Tu sais, il y a encore des professionnels qui vont dire ah non mais ça n'existe pas, ou bien c'est bon, c'est une mode et tout. On en est encore à ce stade-là, alors que c'est devenu un non-sujet, notamment tu vois au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, où on se dit mais en fait on sait que ça existe, on sait qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment, qu'au niveau du cerveau ça fonctionne différemment. Bon, eh ben ça c'est acquis. Maintenant, comment on fait pour les inclure, pour que ça soit plus facile pour eux à l'école, dans le monde du travail, comment justement on fait en sorte qu'ils ne se sentent pas exclus et qu'on peut éviter certaines pathologies mentales, difficultés sociales, tu vois. Donc en fait, on en est à ce stade-là. Donc quand moi je vois la différence entre les deux, en fait, je me dis, c'est ça, en fait, mon travail. Et c'est ce que je dis. Je dis souvent aux enfants, mon travail à moi, c'est de faire accepter la différence d'une grande sensibilité et d'un fonctionnement différent aux autres. Qu'importe le biais. Et c'est vrai que j'avais pas connaissance ni conscience que dans certains pays c'était différent et qu'en France on était un peu en retard, ce qui paraît un peu étonnant des fois parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui on commence voilà, à sensibiliser, à en parler plus. On parlait pas ou quasiment pas de haut potentiel, d'HP, etc. il y a encore 10 ans de ça. Donc il y a du retard à rattraper, je veux bien te croire. On va commencer par les bases, si tu veux bien. Neuroatypie, une personne atypique, quelle serait la définition que tu lui donnerais? Alors, c'est pas moi qui la donne, hein, ça il faut bien le dire. C'est-à-dire que atypique, c'est un diminutif, mais on est d'accord que tout le monde est atypique dans le sens où tout le monde est singulier, bien évidemment. Mais quand on parle de personnes atypiques, en tout cas dans cette situation-là, dans ce contexte, c'est les neuroatypies. Alors, qu'est-ce que c'est les neuroatypies? Comme son nom l'indique, en fait, c'est un fonctionnement neuronal différent d'une norme donnée. Je mets bien ça entre guillemets parce que est-ce qu'une norme existe vraiment? Il faut bien, et je vais reprendre, tu vois, les mots de Todd Rose, si les auditeurs l'ont pas lu, mais vraiment, c'est un livre que je recommande, c'est La tyrannie de la norme, qui nous interroge justement, tu vois, sur cette notion de norme, en fait. Qu'est-ce que c'est une norme? Et on se rend compte qu'au départ, on a beaucoup normalisé, notamment dans le milieu scientifique et médical, parce qu'on avait besoin effectivement de diagnostiquer la pathologie. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que les neuroatypies sont beaucoup vues sous juste le prisme de la pathologie, en France tout du moins. Alors qu'en réalité, il s'agit davantage d'un sujet anthropologique. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est donc les personnes neuroatypiques pour répondre à ta question? Aujourd'hui, soyons surtout très très humbles de cette connaissance parce que les connaissances sur le cerveau, ça évolue constamment. Nous en avons 5. L'hypersensibilité, enfin, qui est appelée hypersensibilité en français, mais en réalité, le terme exact, ce serait plutôt haut potentiel sensible. En anglais, c'est highly sensitive person, donc c'est les personnes avec hautement sensibles. Et je trouve que ça change tout parce que nous, tu vois, avec le superlatif hyper en français, on y amène une connotation négative. C'est-à-dire que là, c'est trop, trop sensible en fait. Donc ça change tout encore une fois. Parce que la manière dont on va te parler de ta sensibilité, forcément, ça va t'amener soit à la développer, soit à la cacher, soit à en avoir honte. Et après, on pourra y mettre la question du sexisme aussi, tu vois, si t'es né, ou en tout cas, on t'a dit petit garçon ou petite fille, ben, c'est pas la même chose, puisqu'on on aura toujours tendance, et encore aujourd'hui, à demander aux petits garçons de cacher leurs émotions.
Donc il y a Comme tu as le même l'hypersensibilité. cas sur l'HPI. Aujourd'hui, on parle de l'HPI, Exactement, mais mais dans avant, l'effet on parlait de inverse. surdoué. Ouais. Ouais, justement, la deuxième, c'est le HPI, donc haut potentiel intellectuel, autrement appelé surdoué, phylocognitif, zèbre, il y a enfant précoce. Il y a plein de termes qui, à mon sens, démontrent encore une fois plutôt le malaise qu'on a sur ce sujet et on n'arrive pas trop à se mettre d'accord. Parce qu'il y a le HPI, puis il y a le HQI. Donc là encore, tout le monde ne se met pas OK quand tu lis voilà, de la littérature scientifique. Ils sont pas tous d'accord, les professionnels de la question. Et là, par contre, effectivement, si je fais le lien avec le sexisme, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, le HPI est beaucoup, euh, on va dire, étudié sous le prisme masculin que féminin. Et les petites filles HPI ne se découvrent, en fait, elles passent davantage, on va dire, elles se camouflent davantage et elles se rendent compte de leur HPI bien plus tard. Sauf que on a beaucoup de préjugés sur l'HPI, on imagine que ce sont des gens forcément, en fait, qui sont extrêmement doués dans tout. Et donc, pour peu que tu ne sois pas extrêmement doué dans tout, bah, tu te penses pas HPI. Alors, HPI est quand même un facteur favorisant, il faut quand même le dire, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que tu es, enfin, je veux dire, t'es pas un génie non plus, quoi. C'est pas, voilà. On médiatise, tu vois, souvent ça. Mm. Donc là, on en a deux. Ensuite, tu as le TDAH, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc on dit hyperactivité, mais c'est pas juste, encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui ont un TDA, donc un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis même quand on dit sans hyperactivité, on se rend compte qu'il y a une sorte d'hyperactivité cérébrale qu'on ne voit pas forcément physiquement. Donc tu vois, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaie de vulgariser. Après, on a le TSA, donc ça c'est le spectre de l'autisme. Il faut savoir que depuis quelques années, on a tout regroupé sous le terme TSA, mais c'est extrêmement large le spectre de l'autisme. Ça va de l'autisme de la personne qui est totalement dépendante et qui le sera toute sa vie, parce que dans l'incapacité d'avoir un travail, d'avoir une relation, enfin voilà, donc qui est aujourd'hui un handicap, mais ça peut aller aux personnes ce qu'on appelait avant Asperger, mais ce terme n'existe pas pour plusieurs raisons, ou effectivement avec du très très haut potentiel intellectuel, avec des personnes qu'on médiatise énormément de l'ordre du génie, tu vois. Mais n'empêche, ils ont quand même c'est pour ça qu'on les a regroupés, des liens, on va dire, et notamment tout ce qui est difficulté sociale, pour pas rentrer dans le détail. Et après, à la fin, c'est des troubles 10 qu'on appelle aujourd'hui les troubles du langage. En fait, tout ça, c'est très très large, mais en fait, on se rend compte que toutes ces personnes qui ont une, voire plusieurs, parce que c'est pas rare d'avoir ce qu'on appelle des doubles exceptionnalités, c'est-à-dire plusieurs atypies, ben en fait, ils ont un fonctionnement cérébral différent. Et qui dit fonctionnement cérébral différent, dit en fait un rapport au monde qui est différent. Et ce que j'aime bien rappeler, tu vois, aux personnes neuroatypiques, c'est que si vous avez eu la sensation, que vous avez encore la sensation de venir d'une autre planète, c'est tout simplement parce qu'on est dans un monde qui a été créé par et pour des neurotypiques et pas pour les neuroatypiques. Donc c'est un sentiment normal, même s'il n'est pas forcément généralisé chez toutes les personnes atypiques. Oui, tu peux te sentir mis de côté, effectivement, de par ce prisme-là. Comment tu l'as découvert, toi? Parce que ben, tu l'es, forcément. Comment tu as découvert ton Alors, hypersensibilité? alors moi, en fait, enfant, on m'a fait passer les tests de QI. Donc en fait, du coup, alors on n'en parlait pas comme aujourd'hui, hein. Enfant, voilà, quand on disait aux parents, moi, on le disait pas forcément aux enfants. Parce qu'on se disait, bon ben voilà, elle est censée être la meilleure de la classe, et si elle est pas, c'est qu'elle est fainéante, quoi. Tu vois, c'était un peu ça. On imaginait que forcément, t'étais brillant. Puis après, les troubles 10 se sont vus aussi lorsque j'étais enfant, l'hyperactivité aussi. Enfin, tu vois, tout ça, ça s'est fait. Mais on parlait pas forcément d'hypersensibilité quand j'étais jeune. Hein. C'était pas un sujet. Voilà. Déjà, de toute façon, ça a été découvert dans les années plutôt 90 aux États-Unis, et le temps que ça arrive et que ça se, voilà, au niveau en fait international, ça a mis quelques années. Mais j'ai toujours su, du coup, que j'étais différente, même si on ne mettait pas les mots dessus et qu'on n'y mettait pas le même sens. Et puis c'est quand j'étais jeune, adulte, tu vois, dans la vingtaine, où avec mon mari, on s'est beaucoup interrogé sur l'un et sur l'autre. D'ailleurs, si on s'est mis ensemble, c'est parce qu'on avait ce fonctionnement atypique qui nous a séduits dans l'un et l'autre. Enfin, tu vois, on trouvait quelqu'un qui, genre, on pouvait partager des choses qu'on ne pouvait pas partager avec les autres. Et moi, je me suis interrogée sur lui sur moi, et on a fait finalement cette découverte ensemble, en fait. Mais tu vois, j'ai mis ça de côté. Pendant hyper longtemps, j'ai mis ça de côté parce que c'était douloureux, parce que c'était compliqué pour moi, parce que je ne savais pas quoi en faire. Et en fait, au fur et à mesure dans mon métier, parce que j'ai fait donc plusieurs métiers dans l'accompagnement, tu vois, que ça soit, j'ai été assistante sociale, médiatrice familiale, puis après j'ai fait la psychologie, la psychanalyse, donc enfin à chaque fois, j'ai évolué dans mon métier d'accompagnatrice. Euh, je voyais bien, tu vois, que je recevais forcément des personnes atypiques. Enfin, et que j'étais une meilleure d'ailleurs accompagnatrice pour ces personnes-là, en fait.
Et là, je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir que tu sortes la tête du sable et que tu te rendes compte que il n'y a pas de fumée sans feu, pour le coup. Et j'ai commencé vraiment à aller plutôt chercher vers l'international des informations dont j'avais besoin. Je me suis plutôt formée à l'international parce qu'à ce moment-là, en France, il n'y avait rien. Ça commence tout doucement, mais c'est pas encore ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie en fait de faire. J'ai envie d'éviter à certaines personnes de passer toutes ces années dans l'errance en fait. Parce qu'il faut bien se dire un truc, c'est que quand on ne se comprend pas soi, on va davantage en fait prendre pour acquis les interprétations des autres et les jugements des autres. Si soi-même on n'arrive pas à expliquer nos comportements et qui on est, on va forcément chercher dans le regard de l'autre les réponses. Sauf que l'autre ne les a pas et pire encore, elles sont totalement biaisées. Et c'est terrible parce que du coup, ça fait mal à l'estime de soi, à la confiance en soi, mais quand on ne se connaît pas, qu'on n'a pas confiance en soi, ben, qu'est-ce qui se passe? On fait de mauvais choix pour sa vie, on ne s'entoure pas des bonnes personnes, et en fait, c'est de pire en pire. Et ça, C'est j'avais intér- vraiment envie d'aider les gens là-dedans. Pardon, je faisais Non, couper. vas-y. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression notamment que quand tu es hypersensible ou quoi que ce soit, enfin qu'on te découvre ça et encore déjà dans la façon dont tu le découvres, des fois c'est des discussions avec d'autres, etc. Et Mm, mm. ça te mène à la réflexion. Tu vois ça au début, je pense, pour la plupart des gens comme un poids, à ne pas savoir comment faire comme tu dis, et comme une contrainte. Alors qu'en fait, au final, c'est plutôt l'effet inverse et c'est quelque chose à cultiver et à apprécier. Mais au début, ça te pèse et ça t'alourdit plus qu'autre chose. Oui, je pense que c'est à double tranchant. Je pense que lorsque tu le découvres, il y a une sorte quand même de soulagement, genre on peut mettre un mot dessus. Il faut bien se dire que le langage est important. Déjà, surtout pour les atypiques où un mot est un mot. Et souvent, ils peuvent être très frustrés s'ils ne trouvent pas, tu vois, le bon mot, avec la bonne justesse, ce qui peut d'ailleurs générer beaucoup de problématiques sociales, parce que en fait, si tu n'as pas la même chose avec ton interlocuteur, ben, en fait, tu vas reprendre ces mots en disant, mais tu as dit ça, et il va dire, oui, bon, j'ai dit ça comme ça, sauf que ça ne veut dire rien dire pour un atypique, on a dit ça comme ça. Non, tu ne peux pas avoir dit ça comme ça. Donc ça peut générer, tu vois, des complications. Mais du coup, le langage est important parce que quand on ne peut pas mettre un mot sur quelque chose, ben, pour notre conscience, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à nommer quelque chose, je ne peux pas lui donner une existence concrète. Et ça, c'est difficile pour une personne atypique. Elle sent bien qu'elle est différente. Inconsciemment, elle le sent. Consciemment, elle essaie de l'expliquer, mais elle n'y arrive pas. Du moment qu'on pose des mots, il y a un soulagement pour beaucoup de personnes. Le problème, c'est que, ok, je t'ai donné la pièce de puzzle qui manque. Sauf que, en attendant, tu as essayé de te débrouiller pour faire un puzzle sans cette pièce. Et là, tu dis, ok, il faut que je refasse tout. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a des places qu'il faut que je bouge ou est-ce que je dois les mettre? Et il peut y avoir un moment de panique. Et donc, ce moment de panique, chaque personne va la vivre différemment. Moi, par exemple, comme je t'ai dit précédemment, ben, j'ai tout bloqué. Genre, ça n'existe pas, c'est pas possible, basta, je mets ça de côté. Le déni, quoi. C'est possible. Après, bon, ben, c'est comme tout un. En fait, c'est une sorte de deuil, tu vois. Mais il y a des phases comme ça. Il y en a, ça va être la colère, d'autres la tristesse. D'autres, juste, c'est ok. Et d'ailleurs, tu vois, je me rends compte que c'est plus facilement acceptable en général par les hommes que par les femmes. Euh, j'ai l'impression, en tout cas pour les femmes que j'ai pu accompagner, il y a une plus grande remise en question de tous leurs choix. Et d'ailleurs, ça les empêche parfois, tu vois, de se découvrir. Parce qu'elles savent que si elles se découvrent, elles ont peur de se dire, mais je fais quoi? Je fous tout en l'air, genre je divorce, j'abandonne mes gosses, alors que pas du tout, dans les faits, aucune ne fait ça. Mais elles ont tellement peur des conséquences que ça pourrait avoir et de la remise en question que ça pourrait avoir que certaines s'empêchent même d'y songer. Et tu vois, c'est ce que j'appelle dans mes livres le Barnum du Barnum. C'est-à-dire, on connaît tous l'effet Barnum, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre pour argent comptant une description assez vague en disant c'est totalement moi. Ben là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, ces femmes-là, elles vont se convaincre qu'elles vont tomber dans l'effet Barnum. Donc, surtout, elles vont essayer de trouver chaque petit truc, tu vois, chaque petit détail pour s'auto-convaincre de non, c'est bon, ça ne me concerne pas, c'est pas possible. C'est pas moi. Tu vois? Ouais, c'est pas moi, c'est bon. Tu sais? Mais c'est fou parce que du coup, elles utilisent leur intelligence contre elles-mêmes. Et tu as vu notamment cette évolution-là, parce que pour faire rapidement ton histoire, tu es dans la psychanalyse depuis 10 ans, d'abord avec tes études, puis après toute la partie accompagnement et tous les métiers dont tu as parlé, pardon. Est-ce que tu as vu aussi le métier changer par rapport à ces approches-là, ou est-ce que c'était simplement la société qui n'était pas prête, mais que l'accompagnement, lui, il était en quelque sorte, mais pas encore structuré? Je ne sais pas si c'est clair dans mes propos. Je suis pas sûre. En fait, déjà, je tiens à dire que je me considère pas vraiment comme psychanalyste. Alors oui, j'ai mon master, je suis allée jusqu'au doctorat, tout ça, mais c'est pas. En fait, dans ce que j'aime dans la psychanalyse, c'est que c'est une philosophie de l'esprit. Mais comme elle est pratiquée et enseignée en France,
en fait, si tu veux, je n'ai jamais adhéré, par exemple, à un courant de pensée spécifique, chose qu'en France, en général, on fait. On adhère à une association, par exemple, lacanienne, freudienne, des choses comme ça. J'ai toujours refusé parce que je ne m'y reconnais pas. Moi, ce que j'aime, c'est justement cette pluridisciplinarité dans la pensée, qui ouvre des voies, des perspectives, du champ du possible. Moi, j'aime ça. Après, je peux comprendre que certaines personnes, justement, non, c'est pas possible. Ils aiment bien que tout soit, tu vois, très clair. Oui, puis ça les Donc, rassure. oui, C'est en clair. tout cas, je pourrais pas te dire, du coup, l'évolution. Moi, je me rappelle à l'époque, quand même, à la fac, en psychanalyse, la prof, quand elle nous avait parlé de l'autisme, c'était encore ce lien à la mère et tout. C'est quelque chose qui, déjà à l'époque, même quand j'étais étudiante, me paraissait vraiment tiré par les cheveux, quoi. Je veux dire, ça sonnait pas juste. Après, tu sais, hein, quand tu dois valider ton partiel, tu craches ce qu'on t'a appris bêtement parce qu'il faut le valider ce partiel, tu vois, juste pour avoir ton diplôme. C'est toute la problématique d'ailleurs, je trouve, des études en France. C'est qu'en fait, ça ne va pas promouvoir ta propre pensée, tu dois juste recracher la pensée de quelqu'un d'autre pour valider ton diplôme. Et du coup, beaucoup sortent justement de la fac avec ça, hein. Mais donc non, je ne saurais pas te dire, j'ai l'impression que les choses bougent, mais je ne saurais pas te dire par rapport à cette discipline-là. Et C'était ça ta justement, question? ouais, ouais, non, c'est bon, Ouais. tout va bien, tout va bien. Justement, par rapport à ça, tu parles de la culture, les études françaises et tout ce qu'il y a autour de ça. Tu es au Royaume-Uni, tu te renseignes sur beaucoup de choses Mm. partout dans le monde. Quelle différence tu peux voir et quelle sensibilité justement il peut y avoir d'une typologie de pays à une autre, d'une culture à une autre par rapport à l'approche Mm. donc comment on traite ces sujets. Ouais, bah, ça c'est vraiment, c'est vrai que je dis que la France a du retard, mais il y a des pays qui en ont encore plus, hein, faut bien se le dire. Enfin voilà, c'est vrai que c'est très très culturel parce que ça va dépendre aussi des atypies. Il y en a certaines qui sont plus acceptées que d'autres dans certains pays. Je crois que par contre, ce que j'identifie plus en France et que je vois beaucoup moins ailleurs, c'est l'ego des professionnels. En France, je pense que si le sujet est, alors c'est vraiment une théorie très personnelle, hein, mais vraiment, j'ai l'impression que si le sujet est aussi bloqué, c'est que déjà, on l'a encadré sur la santé mentale. Aujourd'hui, finalement, les personnes que l'on interroge et à qui on donne légitimité de parler de ces sujets, il faut qu'ils soient psychiatres ou psychologues ou neuropsychologues, alors qu'en réalité, dans beaucoup d'autres pays, on a compris qu'en fait, c'est pluridisciplinaire et que par exemple des profs auraient toute légitimité aussi à parler de ces sujets-là parce qu'ils ont les enfants au quotidien en fait, dans leurs difficultés mais aussi dans leurs compétences, dans leur apprentissage et c'est hyper important et ça tu vois on l'entend pas en France. Ce qui est médiatisé, ces gens-là ils sont pas médiatisés. Les coachs aussi font un travail incroyable, tout ça en fait ce sont des métiers qui sont complémentaires selon les problématiques et je pense que tant qu'on va le bloquer sur la santé mentale, c'est qu'en fait on ne comprendra pas ce que sont les atypies. En fait, je pense que ces professionnels de la santé mentale sont très bons dans leur domaine. Sauf que la santé mentale, ça n'a rien à voir avec les atypiques. Les personnes atypiques ont des problématiques de santé mentale, mais les personnes neurotypiques aussi, en fait. Hein, c'est pas forcément pour les atypiques. Donc, en fait, c'est dommage parce qu'on en oublie toutes les autres sphères. Et tu vois, il y a beaucoup d'atypiques qui n'ont pas spécialement de problématiques de santé mentale, ou en tout cas peut-être qu'ils en auront un jour, parce qu'on peut tous en avoir un jour, mais où leur principale difficulté, elle est sociale. Et ça, on ne le prend pas en considération en France. Et je trouve ça vraiment dommage. Et quand on en parle, on se dit qu'on tombe dans le cliché du développement personnel bas de gamme. Et ça, par contre, bah, je trouve ça vraiment dommage. Parce que quand on interroge les atypiques et qu'on leur demande leurs difficultés au quotidien, il est là, en fait. Il est vraiment là. À l'école, il y a beaucoup de harcèlement. Dans la vie professionnelle aussi. Ce sont des personnes qui ne savent pas, en fait, trouver leur place professionnelle et qui sont en quête d'une place. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, une imaginaire, idéalisation de la place qui les attendent. Mais parce que pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'ils sentent au fond d'eux qu'ils sont capables de faire de grandes choses, qu'ils sont animés par une passion, par l'envie de faire changer le monde. Tu sais, un peu ce petit syndrome du colibri, quoi. Et à la fois qu'on leur donne pas la capacité, ni la liberté, ni la possibilité de le faire. Et donc, ça génère une grande frustration. Et tu vois, c'est pour ça que je me suis formée en tant que conseillère d'insertion et transition pro. Et ça aussi, ce sont des métiers qu'on met à part des atypies, alors qu'en fait, tout atypie confondu, c'est quasiment un tiers de la population. Et bah, c'est ce conseil en insertion pro, les bilans de compétences aujourd'hui en France, c'est une catastrophe pour ces publics-là. Ça ne leur correspond absolument pas. Et sauf que pour faire un bilan de compétences, c'est tellement légiféré que tu vois, pour rentrer dans le cadre de la loi, tu dois suivre, c'est très strict. Hein, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est extrêmement strict en fait. Donc ouais, il y a un problème, je pense, et de retard là-dedans. Je trouve que voilà, il y a un côté de moi je sais faire, moi je tire la couverture de mon côté. Et tu vois, je le vois sur les réseaux sociaux, pour tout te dire, les professionnels en France de soi-disant la question, ils s'humilient les uns sur les autres sur les réseaux sociaux. C'est
Moi, je trouve ça hallucinant. Je me dis, en Ouais, attendant, ouais. ben, ouais, en Les autres, attendant, qu'est-ce qu'ils font, les autres? ouais, c'est ça, Les tu vois? personnes, les personnes qui ont besoin. Mais c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose sur le fait des hypersensibles, des neuroatypiques qui vont chercher la place dans le milieu professionnel. De par mon métier et toi aussi avec les conférences, tu croises beaucoup de chefs d'entreprise, tu croises beaucoup de ces profils-là. Et j'ai l'impression, pour avoir discuté, pour pas mal en fréquenter, que parmi les chefs d'entreprise, il y a une proportion assez forte d'hypersensibles par rapport à certains métiers. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué également? Ouais. Bah, tu sais, dans le milieu de l'entrepreneuriat, alors j'ai été salariée et je suis entrepreneuse, donc forcément je vois un peu. Je trouve que dans l'entrepreneuriat, on en voit beaucoup, beaucoup. Sur les réseaux sociaux aussi. Mais tu sais pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui vont attirer les gens qui sont créatifs, qui ont besoin d'être autonomes, qui ont une soif de liberté, une soif de créer, une curiosité insatiable. Tu vois, pour être à ton compte, il faut quand même avoir ces qualités-là assez naturellement. Après, tu développes d'autres choses, des skills, des compétences, tu professionnalises, mais il faut déjà en fait avoir ça. Et il faut quand même se dire que souvent les atypiques, ce sont des gens qui pensent en dehors des cases et qui détestent les cases. Donc ça, c'est un paradoxe hyper intéressant parce que ils sont en recherche de place tout en détestant finalement les cases, tu vois. C'est intéressant, ça en dit beaucoup. Euh, alors, question un peu primaire, mais volontairement, je suis un peu obligé de te la poser pour essayer d'aider les gens. Comment une personne peut se savoir ou se reconnaître Mm. hypersensible ou atypique? Comment on peut aider à donner des... Parce que j'ai l'impression aussi, et tu me dis si je me trompe, que quelquefois le mot est utilisé un peu pour tout Mm. et n'importe comment, ou on entend maintenant les enfants qui sont Mm. très, Mm. très Mm. bruyants, qui font n'importe quoi à l'école et tout ça, c'est parce qu'il est hypersensible. Il y avait un sketch autour de ça, Le TDAH en ce maintenant, moment, ça a beaucoup le vent en poupe, ouais. ouais, voilà. Ouais. Ou parce qu'il n'y a rien qui va, c'est juste normal, c'est qu'il est hypersensible au TDAH. Ouais, Mais ouais. plutôt tourner la question dans le bon sens, c'est comment une personne peut se reconnaître ou se savoir hypersensible. Et deuxième question qui va venir après, quel peut en être le processus d'accompagnement? Alors non, c'est pas du tout une question primaire. Enfin, elle est primaire dans le sens où c'est quand même le début de quelque chose, et tu as totalement raison. Euh, alors, il faut savoir que là, c'est toujours dur quand je dis ça parce que les gens sont un peu déçus, mais il n'existe pas un professionnel unique qui va pouvoir en fait détecter et faire passer tous les tests possibles de toutes les atypies. Ça n'existe pas. En fait, à ce jour, ça n'existe pas. Il y a des professionnels formés sur plusieurs atypies qui vont être en capacité effectivement d'aller chercher les petites nuances, des choses comme ça. Mais ça va être très compliqué et il faut bien se dire que ces passations ne sont pas remboursées. La plupart d'entre elles ne sont pas remboursées, donc c'est à vos frais. Donc en fait, je pense qu'il y a plusieurs chemins. Déjà, je pense qu'il faut se dire que ce n'est jamais obligatoire d'aller voir un professionnel. On peut très bien lire, écouter ton épisode de podcast, tu vois, sur mon travail, et juste se reconnaître. Mais ne pas avoir besoin, tu vois, de cette légitimité qu'on pose un mot dessus. On peut se dire, bah, moi je me reconnais bien, par exemple, effectivement, dans tout ce que les gens disent de l'hypersensibilité, quand je lis et tout, bah, je me reconnais. Et en fait, ça nous suffit. Ça ne veut pas dire qu'on va dire aux gens, ouais, je suis hypersensible, pas du tout, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu d'officialisation. Mais en fait, le but, c'est juste de se faire du bien. Si en lisant, en fait, ça vous renvoie au fait, ah, je ne suis pas seule à ressentir ça et que ça vous fait du bien, voilà. Enfin, je veux dire, on ne va pas forcer les gens à faire des passations de tests. Il n'y a aucun intérêt. Après, s'il y a une vraie souffrance ou un vrai besoin que ça soit légitimé par un professionnel compétent, ce que je comprends très bien aussi, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça, pour essayer de passer au stade supérieur, eh bien, il faut aller prendre rendez-vous. Donc, ça dépend effectivement de la neuroatypie. Aujourd'hui, tout ce qui est TSA, TDAH, ça sera des psychiatres. Alors, on a des psychologues spécialisés, mais ils n'ont pas, en fait, ils peuvent pas officialiser le diagnostic. Ils peuvent faire toute une analyse, mais après, ils renvoient vers un psychiatre. Ça aussi, je trouve qu'en France, c'est un non-sens. Quand on sait qu'un psychologue fait un travail extraordinaire, souvent d'analyse de plusieurs heures, et qu'à la fin, on ne lui donne pas la possibilité et la crédibilité de tamponner, entre guillemets, ben voilà, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est parce qu'on le met en termes de diagnostic. Et diagnostic, c'est pour les médecins. Mais du coup, tu vois, encore une fois, c'est une preuve qu'il y a des choses, je trouve, à faire progresser. Parce qu'il y a des psychologues, mais qui font un travail quand même incroyable, tu vois, et qui sont bien plus compétents que certains psychiatres qui sont juste là à la fin pour lire vite fait, enfin, ah oui, oui, et paf, il tamponne, il te donne des médicaments si tu as besoin. Tu vois, je me dis, là, il y a peut-être un petit truc à changer, quoi. À approfondir. Ouais, voilà, je pose ça là, hein, comme on dit. Et après, on a ce qui est les troubles 10, c'est souvent effectivement les orthophonistes. Les profs sont les premiers à mettre le doigt dessus, tu vois, avoir le nez comme ça et à pouvoir effectivement dire peut-être qu'il faudrait, bon, et souvent c'est l'accompagnement d'une orthophoniste. L'hypersensibilité et le HPI, par contre,
ces deux ne sont pas du tout considérés comme des pathologies ou des diagnostics. Donc en général, on a des psys, des psychologues, ou bien tout simplement parfois, moi je le vois parce que j'ai été formée en fait par rapport à, enfin j'ai fait une formation du docteur Hélène Aron, tu vois, pour la haute sensibilité. Et ce que j'aime bien sur son site, donc c'est la référence internationale, hein, c'est elle qui a vraiment fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la référence sur le domaine. Et tu vois, elle forme tout le monde dans l'accompagnement. Et c'est là où je dis, tu vois, il y a quand même une autre approche à l'international, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'être psy pour l'hypersensibilité. Par contre, il te faut une formation de base, comprendre ce que c'est, les bases scientifiques, on est d'accord. Mais t'es pas obligé du tout d'être psy. Elle forme des coachs et tout, qu'elle met sur son site et tout. Et c'est là où je me dis, oh, on est sur autre chose, une autre vision quand même de ce que c'est. Et moi, je donne du coup moi-même maintenant des formations en français du coup. Et j'ai fait un annuaire de professionnels sur mon site, c'est le Dick Repel, où les gens peuvent regarder et peuvent prendre rendez-vous avec ces professionnels pour l'hypersensibilité notamment, tu vois. Et le HPI, aujourd'hui, notamment en France, malheureusement, je dis bien malheureusement, le seul test officiel, c'est le QI. C'est beaucoup remis en question, mais c'est vrai que ça reste un outil hyper intéressant, hyper complet, malgré tout. Mais ce que je trouve dommage, c'est que très peu de professionnels savent l'utiliser. Parce que tu arrives parfois à des conclusions de si tu n'as pas 130, tu n'es pas considéré comme HPI. C'est un non-sens et c'est dramatique. Parce que ça veut dire que le ou la professionnelle n'est pas en capacité, en fait, de comprendre ce que c'est le HPI. On sait très bien que des personnes HPI avec de l'hypersensibilité ou avec un TDAH par exemple vont perdre des points. Et ce qui va être intéressant justement sur de l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'avec des, tu vois, des scores élevés ou plus bas, c'est de comprendre. Et c'est là où je trouve la plus-value d'un professionnel tel qu'un psychologue, c'est de mettre tout ça en corrélation et de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des baisses de QI, enfin des points de QI, qu'est-ce qui fait que. Sinon, bah, n'importe qui sait lire pourrait faire passer ces tests en fait. Je trouve que l'avantage d'être psy, c'est que justement, tu es formé à cette analyse justement, tu vois, globale de la situation. Donc non, le chiffre n'est pas parlant. Il est juste en fait un indicateur, mais comme plein d'autres indicateurs que normalement le professionnel est en capacité de comprendre, quoi, tu vois. Mais en France, on a du mal hein, encore là-dessus. Quels sont pour toi les traits de personnalité d'un... Alors, je vais pas dire hypersensible, je vais dire HPS, haut potentiel de sensibilité, HPI. Quels sont les traits de personnalité de ce type de profil? Il n'y en a pas. Il n'y en Ah, a je pas. sais que c'est toujours décevant hein, quand on me Ouais. dit ça. Non, 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 mais tu c'est vois, on a pas... des... Ouais, on a des... On a des préjugés, en fait. On a des préjugés, on pense par exemple que c'est la personne introvertie. C'est faux. Il y a une étude qui a démontré qu'il y a autant de personnes introverties qu'extraverties que ambiverties. Ambiverties, c'est être à la fois introverti parfois dans certaines circonstances et à la fois extraverti. Et ben il y a quasiment, allez, grosso modo, un tiers en fait, hein, chez les hypersensibles. Donc non, tous les introvertis ne sont pas hypersensibles et toutes les hypersensibles ne sont pas introvertis. Autre préjugé, hyperémotivité. L'hyperémotivité, en fait, dans la tête des gens, c'est les personnes qui pleurent tout le temps. Mais en fait, il y a plein d'hypersensibles qui ne savent pas pleurer. Soit parce que leur éducation, le contexte social, le sexisme, encore une fois, fait que, bah, c'est pas qu'ils n'ont pas de glandes lacrymales, mais tu vois, ils ont du mal à pleurer. Pour autant, leur sensibilité et leur hyperémotivité, c'est dans plein d'autres choses. Je pense notamment, tu vois, aux artistes, ben, parce que justement leur art leur permet d'évacuer parfois un trop plein, ben, tu vas pas forcément t'en rendre compte. Donc non, il n'y a pas en fait. Moi, j'aime bien utiliser cette expression que nos atypies, elles se colorent avec plein de choses. Notre expérience de la vie, les rencontres que l'on fait. Si tu as plein de personnes autour de toi qui te jugent, qui t'humilient, qui sont pas très agréables, tu vas être plus susceptible, tu vas être plus sur tes gardes, tu vas être plus colérique peut-être, plus renfermé. Si tu es entouré de personnes qui justement mettent en avant qui tu es, te montrent qu'ils t'aiment pour qui tu es, qui te soutiennent dans tes projets, bah, tu vas être quelqu'un de plus confiant, qui va savoir prendre plus de recul sur les événements de la vie. Enfin, c'est normal en fait, tu seras moins vulnérable à plein de choses. Enfin, ça, c'est du b.a.-ba pour tout le monde en fait, tu vois. Et donc, ça change forcément la personne hypersensible. Donc, deux personnes eh bien, hautement sensibles ne vont pas forcément du tout se ressembler. Absolument pas. Et ça, je trouve que c'est important, tu vois. Donc, merci de m'avoir posé la question pour casser un petit peu cette image qu'on a comme du HPI. Hein, on a une image aussi du surdoué aussi. Ben, c'est pareil, en fait. Aucun atypique ne se ressemble. Eh ben, de rien. Voilà. On a parlé d'intelligence émotionnelle, donc quelque chose que tu connais, que tu pratiques et sur lequel tu as appris là-dessus. J'imagine que, donc on parle du QI, il y a aussi le QE maintenant. J'imagine que cette intelligence émotionnelle-là et cette compréhension aident aussi à comprendre ce type de profil et qu'il y a un lien de l'un à l'autre.
Alors aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle et le quotient émotionnel, comme tu le dis, n'a pas de reconnaissance en soi scientifique. Par contre, je trouve c'est intéressant d'en parler parce que on peut pas nier l'évidence qu'il y a des personnes qui ont une intelligence émotionnelle plus développée que d'autres. Voilà, tu vois. Mais si on reprend vraiment, et c'est pour moi vraiment une théorie hyper intéressante. Mais en fait, la différence, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle peut se travailler tout au long de la vie. Tu vois, tu peux avoir le QE d'une moule et le développer tout au long de la vie. Par contre, je pense que les personnes, et ça se voit, et même dans les études que j'ai pu lire, que les personnes hautement sensibles, donc hypersensibles, ont une intelligence émotionnelle innée beaucoup plus haute que la moyenne dès le départ. Par contre, elle peut être mise en mal. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, il faudrait que... J'ai pas le graphisme sous les yeux, mais il y a 5 grandes familles et il y a plein de choses. Il y a la capacité aussi, tu vois, de parler de ses émotions, le fait de pouvoir se faire confiance, d'être aussi, d'être apaisé avec qui on est. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, bah, on voit bien que parfois, chez certains hypersensibles, ça peut pêcher aussi, tu vois. Donc, il y a des choses toujours à améliorer, qu'on peut toujours améliorer. Euh, et ça aide beaucoup plus. Il y a des gens qui ont une grande intelligence émotionnelle, sans parler de QI, et il y a une étude qui a révélé que ces gens-là réussissaient beaucoup mieux dans la vie, ou en tout cas avaient une sensation, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quoi la réussite, tu vois, mis à part une sensation d'avoir réussi, parce que c'est tellement subjectif la réussite. En tout cas, ils se sentent plus en lien et alignés, je pense, avec leurs valeurs et leurs besoins. Tu as sûrement lu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études là-dessus. Pour donner des éléments un peu factuels et rationnels, quand on parle de haut potentiel, d'hypersensibilité ou de TDAH, ça représente quelle partie de la population en général et est-ce que aujourd'hui ces analyses-là sont tronquées ou pas par le manque soit d'informations, soit de connaissances, soit de détection de ce type de profil? Ouais, alors quand on parle de pourcentage, les gens s'imaginent qu'on a pris les milliards d'individus sur Terre et qu'on a pu voir. Et c'est faux, et c'est faux. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, pour faire un pourcentage, on fait les statisticiens, parce que ce sont des statisticiens qui font au mieux, et en fait, ils essayent de prendre le plus large panel de personnes et essayer de faire, et plusieurs fois d'affilée, voilà, comme ça, pour essayer de faire, on va dire, voilà. C'est un peu différent, par exemple, si on prend le QI. En fait, le QI, c'est un peu arbitraire. Et d'ailleurs, ça a été mis de manière arbitraire. Et je ne sais pas si tout le monde sait, mais par exemple, nous, c'est le fameux seuil de 130 en France. Mais par exemple, si on va au Japon, c'est beaucoup plus haut. En fait, souvent, on dit les Japonais, c'est les plus intelligents parce qu'ils ont des QI à 220. Mais en fait, c'est tout simplement parce que notre test à nous, il est calibré jusqu'à 150, 160 maximum. Donc, et ça, c'est des choses qu'ils savent pas. Mais c'est important de le dire parce qu'en fait, effectivement, le quotient intellectuel, il est paramétré en fonction de la culture aussi, parce qu'il y a des tests de culture générale dedans et tout. Donc, il ne peut pas être international. Il y a des bases, mais après, selon les pays, il est différent. Donc, si par exemple, vous êtes belge, il faut passer le QI en Belgique, entre guillemets, en fait, hein, et pas en France, parce qu'on va vous interroger sur des choses où si vous n'avez pas eu la scolarité ou que vous n'avez pas la culture française, il y a des choses peut-être que vous ne savez pas, en fait, des références françaises, tu vois. On le voit quand on. Enfin, moi, en vivant au Royaume-Uni, j'ai beau parler la langue, il y a des références que je n'ai pas, tu vois. Si je te dis les minicums, peut-être qu'on est de la même génération, tu sais ce que c'est. On est d'accord. Voilà, Club Dorothée, des trucs comme ça. Ouais. Mais voilà, donc ça c'est hyper important aussi de se le dire en fait. Donc la culture change beaucoup. Euh, donc en fait c'est arbitraire, c'est-à-dire qu'on a estimé en France par exemple au niveau du HPI que en fait qu'à un moment donné on allait prendre que 2%. Et que 2%, ben, c'était en fait au-delà de 130. En fait c'est ça. On a estimé que les personnes surdouées c'était forcément les 2% celles qui étaient au-dessus de la courbe. Mais on aurait pu dire que les surdoués c'était les 10%. Tu vois, on aurait pu dire ça. Non, on a estimé que c'était 2. Voilà, c'est comme ça. Bon, et les autres, non, non. Ah, c'est intéressant de comment a été fait cette échelle. Ça, oui, exactement. C'est pour ça qu'elle est un peu remise en question. Même si, encore une fois, je le dis, hein, mais c'est un outil quand même très intéressant et je comprends qu'on a besoin aussi d'outils plus objectifs qu'une analyse subjective, tu vois. Je pense que les deux sont justement hyper intéressants. Pour la haute sensibilité, c'est différent. C'est effectivement, comme je dis, il y a eu plusieurs échantillonnages comme ça. Et aujourd'hui, on est plutôt entre 20-25% de personnes qui seraient hautement sensibles. Mais là encore, c'est culturel en fait, tu vois, parce que il y a des cultures où en fait poser des mots sur ses émotions, bah, c'est quelque chose de normal. Tu vois, si tu vas en Suède par exemple, ils ont beaucoup d'avance sur ça. À l'école, ils font des cours d'empathie, des trucs comme ça. Donc forcément que ça développe la sensibilité de chaque individu en fait en soi. Si tu vas dans des pays, bon, sans les citer,
mais des pays où effectivement il n'y a pas les mêmes lois, il n'y a pas les mêmes droits pour les enfants, des choses comme ça, où on sent que c'est pas développé dans la culture, bon, ben, c'est pas la même chose en fait. Donc, c'est difficile de répondre à ça, tu vois, c'est difficile. Et ça donne déjà deux, trois indicateurs. Et derrière la subjectivité, etc., c'est toujours intéressant même d'avoir des outils qui sont un peu plus factuels, même s'ils sont toujours en partie tronqués, qui peuvent être mis en question. Mais ça donne une base, donc ça se mérite là au moins de donner une base. Mais je vais te donner un exemple d'une expérience, enfin d'une étude scientifique qui, dans son livre du docteur Hélène Aron, qui explique. Elle dit comment on peut être sûr que la personne est hautement sensible lorsqu'elle est dans un environnement totalement différent. Eux, ils sont partis de ce concept-là. Elle a suivi des enfants sur des années. Certains dans des familles où bah, la place des émotions, elle n'était pas top, hein, tu vois, c'est, tu sais, le fameux vas-y, pleure, tu pisseras moins, des choses un peu comme ça, très sympathiques. On a plus ou moins tous entendu parler ou connu. Et puis des familles peut-être plus ouvertes sur le sujet, et elle disait, elle donne des exemples comme ça, où elle suivait une famille d'artistes et qui avait un petit garçon où justement c'était très bien vu qu'il soit sensible. Parce qu'en fait, pour eux, c'était du potentiel exploitable, extraordinaire dans leur vision artistique, tu vois. Et ce petit garçon, en grandissant, en fait, a témoigné qu'il ne s'était jamais senti hypersensible parce que ça n'a jamais été un sujet dans sa famille, tu vois. Si tu vas pas bien, tu pleures. Si tu es content, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux exprimer tout ça. Et c'est seulement en grandissant qu'il s'est senti vraiment différent, mais il n'a jamais mis le mot dessus, il n'en a jamais eu besoin. Pour autant, il a bien fallu quand même poser, tu vois, une échelle, et c'est pour ça qu'elle a mis en place, voilà, 4 grands critères sur le HPS. Mais ça démontre bien que, tu vois, cette personne-là, elle va jamais chercher à comprendre ou savoir ce qui va pas chez elle. En fait, je me rends compte que c'est souvent les adultes qui ont, justement, on leur a pointé du doigt ce qui n'allait pas, qui essayent de trouver des réponses. Parce que quand c'est pas un problème, quand ta voiture, elle roule, en général, tu essayes pas de savoir pourquoi elle roule. C'est ça. Sauf si tu t'intéresses à la mécanique. Et justement, tu accompagnes de plus en plus et assez fréquemment les enfants. J'imagine que c'est une aide énorme de pouvoir détecter ce genre de profil ou de spécificité, d'atypicité plutôt. Très jeunes pour leur donner des éléments de réponse et des clés. S'il y a des papas, des mamans qui nous écoutent ou quoi que ce soit, comment tu peux... tu pourrais les sensibiliser, tu pourrais leur expliquer l'intérêt de pouvoir avoir une ouverture d'esprit, si je puis dire, si tant est qu'ils soient fermés d'esprit, pour aider à accompagner ces enfants assez tôt. Alors déjà, je le redis parce qu'avant d'être contactée là-dessus, je tiens à dire que je n'en accompagne plus parce que étant à l'étranger, maintenant moi je propose que des visios et des visios avec des enfants, je trouve ça beaucoup trop délicat. Ouais. Du coup, je crois qu'en fait il faut distinguer vraiment. En fait, il y a deux cas. C'est-à-dire, il y a le cas où en fait c'est le parent qui est en difficulté dans sa parentalité. Et encore une fois, je l'ai dit, j'ai 4 enfants, donc des difficultés en parentalité, j'en ai tous les jours puisqu'on apprend auprès de nos enfants. Et qu'en plus, des fois c'est fatigant parce que parfois on ne sait pas et parce que c'est difficile aussi. Donc mes enfants sont aussi atypiques, donc forcément, oui, des fois on fait face à la difficulté, et que c'est encore une fois, ça peut être inquiétant. Donc on est challengé dans sa parentalité, c'est un challenge supplémentaire, déjà que c'est un challenge la parentalité. Donc il y a ça. Et ça, je pense que dans ces cas-là, je ne sais pas si c'est cohérent de faire passer une passation de batterie de test à un enfant qui n'est pas en demande. Je m'explique. Là, peut-être que c'est le parent qui a besoin d'outils, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de clés en fait et d'informations dans sa parentalité. Après, il y a le cas où les enfants sont en souffrance, où l'enfant ressent un décalage. Là, par contre, c'est différent. Parce que lui, il a besoin de poser des mots, il a besoin qu'on légitime ce qui se passe, il a besoin d'explications, il a besoin finalement qu'on donne du sens à son mal-être. Et là, je pense que ça peut être très important. Mais en général, on ne fait pas passer de passation avant l'âge de 6 ans, parce que ça n'est pas cohérent. Donc avant 6 ans, peu de professionnels vont vous proposer quelque chose. Et puis même quand ils vous proposent, vous allez payer et on va vous dire quoi à la fin. On ne peut pas être sûr, il faudra quand même revenir après 6 ans. Non mais voilà, il faut le dire. Mais c'est normal parce que déjà avant 6 ans, ils n'ont pas forcément un langage, ça dépend des enfants, il y en a qui parlent très très bien, mais voilà, la maturité de toute façon du cerveau ne permet pas une fine analyse. Mais parfois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir de professionnels. Hein. Je tiens à le dire. Si l'enfant ne va pas bien, qu'on est en difficulté, n'attendez pas 6 ans, absolument pas. Parce que même s'il n'y a pas de passation, un professionnel n'a pas besoin de mettre en fait un mot sur une problématique pour vous aider quand même. Genre, on peut quand même proposer des outils, un soutien, quelque chose d'adapté, même si on n'a pas le mot officiel. Voilà. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus facile pour des parents d'accompagner un enfant atypique
quand soi-même il connaît ses atypies et qu'il les assume. La problématique aujourd'hui que je trouve très régulièrement, c'est des parents qui soit ne se connaissent pas, soit sont encore dans la phase de déni. Donc surtout ne veulent pas que leurs enfants soient comme ça. Il y a un peu ce côté, moi j'en ai bavé et je m'inquiète pour que mon enfant ça soit pareil, mais c'est pas conscient. Mais c'est juste du coup, je le vois, tu vois, dans des couples hétérosexuels où c'est souvent la maman qui va faire cette démarche de compréhension. Parce que confidente. Ouais, et le père qui, tu vois, qui bloque totalement, il dit non, non, de toute façon c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas encore chercher là. Et ça c'est dur, hein, c'est très dur. Hein. Parce qu'en plus ça crée une séparation d'une certaine manière aussi dans le couple. Quand on ne peut pas, dans cette équipe parentale, pleinement se faire entendre aussi par rapport à nos inquiétudes, c'est compliqué, ouais. Donc ça, je pense qu'avant de pouvoir correctement accompagner son enfant atypique, il faut d'abord comprendre ses propres atypies. Ouais, c'est important. Et nous, on est de la génération qui commence à comprendre et qui a été sensibilisé à ça, mais nos parents, par exemple, sans faire de critères d'âge, c'est vrai qu'il y a ce côté déni et je ne m'assume pas ou je ne me reconnais pas dans ça. Et bon, c'est important de se connaître soi-même pour bien accompagner. Ouais. Ils ont aussi l'excuse de à mon âge, tu sais, ouais, genre bon, c'est pas mon âge que c'est important de savoir. C'est toujours fait comme ça. Avant, on ne se plaignait pas, etc., etc. On a tous entendu. C'est ça, hein, on a le même discours en tête. Mais c'est ok, j'ai envie de dire, en fait, tu sais, ça c'est un truc qui souvent les gens vont reprocher à leurs parents de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu mettre des mots dessus. Et moi je leur rappelle effectivement que déjà chaque génération a fait ce qu'elle a pu et qu'on peut s'améliorer de génération en génération. Et puis ce qui est fait est fait. Et que j'imagine bien, sauf dans des cas de maltraitance, que les parents ne voulaient pas faire mal en fait. Comme tout parent, on pense juste faire bien et on fait au mieux. Hein. Avec tes paramètres, avec tes connaissances et tes capacités. Ben ouais. Tu es une grande autrice, de par le volume de tes livres. Tu as écrit 10 livres. Le premier m'a marqué, déjà parce que le premier, ça a toujours une symbolique assez intéressante. Attends, c'est quoi le premier pour toi? Parce que je suis sûre que le premier, tu le connais pas. Ah, mince. Alors le deuxième... Mais bon, le titre que j'ai trouvé sympa parce que c'était une punchline à lui-même, c'est décidé, je change ma vie. Alors ça, c'est le dernier. Alors c'est le dernier. J'ai pris ma liste à l'envers. T'as fait la liste à l'envers. Merci. C'est le dernier en date. J'apprécie beaucoup. Ah ouais, c'est pas le premier. On va parler du dernier. Allez. C'est plus frais dans ta tête. Non, mais ce mot à lui-même, c'est une vraie punchline. C'est décidé, je change ma vie. Alors, ouais. Vas-y, je t'écoute. Ouais, mais ça, je la dois à Fabrice Michaud. En fait, c'est le seul livre que j'ai écrit à 4 mains avec Fabrice Michaud qui a été un professionnel auquel enfin, vraiment, j'adore Fabrice. Alors, on n'est justement pas de la même génération. C'est quelqu'un qui m'a formée. C'est quelqu'un qui en fait m'a fait confiance dès le départ et qui m'a beaucoup soutenue, tu vois, dans mon parcours professionnel. Il m'a connue à un moment où vraiment ça a été compliqué pour moi en plus. Donc, je lui dois vraiment beaucoup. Et c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Qu'on connaît plus à l'international qu'en France, parce qu'il a fait beaucoup de conférences à l'international. Il a été vice-président de Mensa France, qui est l'association pour l'HPI. Donc bref, il a un parcours assez incroyable. Et je lui disais, Fabrice, il faut absolument, parce que lui, il est très dans les punchlines. Et moi, tu vois, moi, j'arrondis les ongles. Ça, c'est mon truc, tu vois. Je suis comme ça, tu vois. Voilà. Lui, il t'envoie des flèches, moi, j'arrondis. Et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Forcément, tu sais, des fois, les choses que, en fait, nous, on n'a pas, on les trouve encore plus extraordinaires chez les autres, forcément, tu vois. Et je lui dis, t'as tellement de choses à dire, je trouve ça dommage que t'aies jamais écrit un livre. Et il me dit, mais c'est vraiment pas mon truc, le livre et tout. Et c'est vrai que lui, il est plus alors, je dis, tu sais pas quoi, parle-moi, je mets tout à l'écrit et on écrit à deux. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, toutes les punchlines d'un seul livre que je trouve fantastique, ben, je les lui dois. Ton premier livre, c'était Mon petit cahier pour mon enfant hypersensible. C'est celui-là? Non. Alors, oui, non. Tu laisses une troisième chance? Non, mais tu les auras pas, les premiers. Ouais, voilà. Ouais. Les autres aussi, mais en fait, c'était de l'auto-édition et où je passais par des petites maisons d'édition qui n'existent plus aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que ça m'étonnerait que le premier tu connaisses. Mais oui, allez, celui-là, je l'accepte pour le premier. Je ne suis pas détective non plus. Non, c'est ça. Non, mais tu peux pas, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est chouette parce que tes livres vont avoir un côté très pratico-pratique aussi pour l'accompagnement des mamans, pour l'accompagnement des enfants, etc. Donc, si j'ai un message à faire passer à propos de tes livres, c'est si vous n'êtes pas un grand lecteur, l'avantage de ces livres, c'est que vous allez vous reconnaître et c'est plus je ne vais pas dire un cahier d'apprentissage, mais beaucoup d'aides, de fiches, etc. qui vont vraiment être, comme on l'a dit, du pratico-pratique, quoi. Ouais, toujours. Parce qu'en fait, ouais, je me dis, les gens,
S'ils veulent faire une analyse sur eux-mêmes, c'est pas dans un livre vraiment que tu le trouves. En général, tu vas voir quand même un thérapeute pour ça. Mais j'aime bien, tu sais, moi j'ai vraiment une vision plutôt positive et de mise en action. Ça, moi je le suis comme ça, donc forcément ben, je vais promouvoir ça aussi. Si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça dépend des gens. Mais oui, j'essaie que ça soit très pratique et en même temps avec des bases scientifiques. On a parlé du HPI, j'avais une question à te poser un peu second degré, quoique, parce que ça fait du bruit. Tu sais, en France, il y a la série HPI qui est sortie Ah, j'ai il y a jamais quelques vu. années. T'as jamais vu? Ouais, non, Bon, voilà. Donc, du coup, tu pourras pas répondre à la question. Est-ce que c'est le non, reflet de la réalité? Euh, je sais pas. ou est-ce que c'est J'ai très jamais vu. Je impersonnel? sais qu'il y a même un jeu de société, Es-tu HPI, tu vois. Je trouve que c'est intéressant, mais que ça, encore une fois, je trouve que c'est propre à la culture en fait. On va d'une certaine manière essayer de démocratiser ça, mais ça va malheureusement, je pense, renforcer certains préjugés. Mais sinon, j'ai jamais vu, donc je ne saurais pas te dire. Mais honnêtement, comme je te disais, comme chaque personne est HPI, peut-être qu'il y a des HPI qui ressemblent à la personne de la série, tu vois, qui se disent ah je suis comme ça, mais d'autres pas du tout. En fait, tu trouveras de tout. Exactement. Quel a été ton dernier coup de cœur, que ce soit un livre, une rencontre? Oh, ah, ah, mon dernier coup de cœur. Mince, oui, j'avais un livre, mais je me souviens plus comment il s'appelle ce livre. Je crois qu'il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était sur l'ego de Ryan Holiday, je crois. L'ego est votre ennemi. Il y en a Oui. un comme ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme concept aussi. Mais il y en a plein. En fait, je lis beaucoup, donc du coup, je les enchaîne un peu, je t'avoue. Mais celui-là, oui, il m'a marqué. Des gens que j'ai rencontrés, mon dernier coup de cœur, ah, je sais pas trop, je sais pas. Personne n'était inspirante dans ton parcours? Ah, dans mon parcours, ah, il y en a plein, il y en a plein. Mais là, je pense notamment à Catherine Testac, dont j'aime beaucoup le travail. Je trouve qu'elle a fait un travail assez extraordinaire sur l'optimisme en France. Ouais, elle a fait un travail assez extraordinaire de démocratisation de l'optimisme et c'est pas facile, notamment dans le milieu, tu vois, professionnel. Et là, elle découvre son TDAH et elle sort un livre justement sur le sujet. Et je trouve ça incroyable en fait de faire ça parce qu'elle est sur un sujet justement un peu trop vu à la mode. Et mais j'ai toute confiance en elle pour l'amener justement avec beaucoup de justesse, comme elle sait bien le faire. Catherine Testa, l'optimisme, si vous voulez vous renseigner. Ah, elle fait un travail super. Elle fait des livres aussi. Elle fait des livres et dans une période pas simple, parce que parler d'optimisme sur la période que l'on a connue ces 5-6 dernières années, beau challenge. Mais ça, c'est qui tout double. Il y a soit des personnes qui adorent ça et ça leur fait du bien, soit des personnes qui sont pas en recherche de ça et c'est ok, et qui ne le supportent pas d'ailleurs. Qui peuvent se dire oh, c'est insupportable et tout parce qu'ils sont pas là-dedans et c'est ok aussi. Ouais, c'est ok aussi. Et puis vous aurez un écho, l'épisode du podcast, je le dis parce qu'on a enregistré juste avant avec Orlando Bido, donc vous pourrez suivre ici, ou là juste avant ou juste après celui-ci, où on parlait du bonheur, et notamment, et comment être heureux, donc un peu différent de l'optimisme, voilà, avec quelques clés qui pourront aider. Donc ça, c'est toujours chouette. Euh, à travers ton parcours, dois avoir aussi des anecdotes de vie. Alors, je ne te demande pas de nom ni quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a des rencontres avec des personnes qui t'ont demandé un accompagnement, qui t'ont marqué, qui t'ont interpellé? J'imagine que tu en as quelques-unes. Ah oui, j'en ai plein. Mais tu vois, celle de dernière en date, on en a parlé juste avant l'enregistrement, que là, j'avais une dame de 76 ans qui découvre ses atypies et ça marque beaucoup parce que déjà je crois pas avoir eu des personnes de cet âge-là. Je sais jusqu'à 50 ans souvent, mais passer les 70 voire 80, non. Déjà parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est pas la génération pro réseaux sociaux. Il y en a, hein, mais c'est pas voilà, c'est pas leur réseau à eux en général. Et ensuite parce que je pense que c'est plus compliqué aussi pour eux d'aller voir quelqu'un de beaucoup plus jeune. Tu vois, il y a aussi ça. Parfois, on va plutôt avoir. Moi, j'ai souvent des femmes sur la même tranche d'âge que moi, tu vois. Donc, je pense que d'une certaine manière, c'est que ça fait écho. Mais ça me touche énormément parce que déjà, j'apprends près de cette personne parce que je n'ai pas 76 ans et que je me rends pas compte. Tu vois, quand t'es grand-mère, voire arrière-grand-mère, que tu as fini ta vie professionnelle, c'est pas du tout les mêmes préoccupations. Tu fais pas les mêmes deuils et t'essayes pas de développer la même chose pour les années à venir. Ce n'est pas les mêmes réflexions sur la vie du tout. Et donc, ça me touche particulièrement, tu vois, les confidences qu'elle me fait et la manière dont elle a aussi, comment elle déroule sa vie. C'est pas du tout la même chose quand on a 20 ans ou 40 ans, tu vois. On est encore à un autre stade. On sent qu'elle a passé le cap de certains deuils que des personnes de 20 ou 40 ans que j'accompagne n'ont pas fait et qui sont plein dedans. Comme quoi, je me dis, c'est assez extraordinaire parce que, tu vois, chaque chose en son temps et que c'est normal. Ça se déroule petit à petit.
Il n'y a pas besoin d'aller plus vite que la musique, en fait. Voilà, quand on aura 70 ans, 76 ans, on fera nous aussi d'autres deuils, et ainsi de suite. Mais ouais, ça me touche énormément. Et puis, tu vois, tu vis pas la même façon de te dire, ok, à 75 ans, je me découvre comme ça, je mets des mots là-dessus. Comment je repense ma vie maintenant à la lueur de cette connaissance? Et aujourd'hui, Elodie, quel serait ton plus grand rêve? Si tu pouvais rêver grand, que tu es sûr que tu n'échoues pas, ce serait quoi? Alors, tu me poses une colle qu'on m'a posée dans un autre podcast comme ça, et entre-temps, j'ai pas réfléchi. Euh, mais non, mais moi, je suis bien dans ma vie. En fait, il y a toujours des axes à améliorer. Je suis quelqu'un qui adore améliorer plein de choses, tu vois. Mais en soi, oh là là, si tu savais, j'ai tellement galéré et j'ai tellement mis beaucoup d'efforts à me créer cette vie sur mesure que maintenant, juste la maintenir est un privilège de chaque jour. Vraiment. Tu vois, on a réussi à s'expatrier dans un endroit où c'est pas forcément évident, où la vie quand même est beaucoup plus chère, mais on savait pourquoi on le faisait. On a réussi à avoir une famille nombreuse, qui n'était pas évident, mais qui était un projet vraiment de couple depuis longtemps, avec des enfants qui dorment pas, c'est épuisant, et sans relais et tout. On a tous les deux abandonné, mon mari a abandonné ses études de médecine, moi mon double doctorat, pour privilégier notre vie de famille, parce qu'on savait très bien que nos carrières professionnelles nous en empêcheraient. Donc on a et pour autant, je pense qu'on a plus réussi économiquement parlant en faisant ce choix, cette mise en danger qu'on a fait, parce que vraiment on a fait des choix finalement très atypiques, qui n'ont pas du tout été compris par nos proches et très critiqués. Mais ça, c'est toujours pareil, hein. Si tu écoutes les gens, tu fais jamais rien. Donc en fait, si tu veux, on a fait des choix qui maintenant nous satisfont, en fait. Maintenant, le fait même de les maintenir, c'est une chance, quoi. Et quel a été le chemin de te dire, voilà, ma mission de vie, ça va être d'aider, d'accompagner et d'acculturer les gens à tout cet univers, si je puis dire, avec tous les différents profils, avec tous les atypiques que l'on connaît aujourd'hui. Alors, en fait, tu vois, quand les gens cherchent leur mission de vie, je leur dis souvent, ça se conscientise pas. En fait, la mission de vie, Oui. elle est très naturelle. En fait, c'est quelque chose que tu fais tellement naturellement que tu t'es jamais dit que ça, tu pouvais en faire un métier. C'est un peu ça. Et si tu veux, je me suis jamais dit, c'est ma mission de vie, parce que depuis toute petite, Fabien, depuis toute petite, ça a toujours été une préoccupation de m'occuper des autres. Mais pas en mode. Alors, je pense que mon histoire de vie est particulière et a amené ça aussi, peut-être. Mais tu vois, je me rappelle très bien qu'à 14 ans, je faisais déjà du bénévolat et que j'avais demandé, je me souviens très bien, je sais pas s'il y a encore de ce monde, il s'appelait Monsieur Rivière, il était à la Croix-Rouge à Toulouse. Et j'ai une petite gamine de 14 ans qui arrive, je dis oui, mais alors moi je veux faire ça pour. Il me dit, mais tu n'as pas l'âge, c'est à partir de 16 ans que tu peux faire du bénévolat. Et j'ai dit non, mais moi je veux le faire maintenant parce que j'ai du temps en fait dans ma vie. Donc il avait demandé l'autorisation à la Croix-Rouge de France, il a fallu faire tout un truc pour que j'ai le droit de faire du bénévolat. Moi, tu vois, je m'en souviendrai toujours, mais c'était un truc qui me portait, tu vois. Et ça a toujours resté. Et au départ, moi, j'ai fait des études de droit, mais c'était un peu pour aider la veuve et l'orphelin. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'étais allée voir une conseillère d'orientation, parce que je me retrouvais pas en fac de droit, et qui m'avait ri au nez et qui m'avait dit non, mais si vous voulez aider la veuve et l'orphelin, c'est pas du droit qu'il faut faire. Le droit, c'est pas ça. Et ça m'avait meurtri, tu vois. Alors, je dis pas qu'elle avait raison, pas raison, c'est pas le sujet, mais en attendant, elle m'avait sorti, allez, vous avez qu'à faire du social. Moi, je savais pas ce que c'était le social, ce que ni une ni deux, je suis allée me renseigner, que j'ai tenté les concours, que je suis rentrée en école d'assistante sociale, et que j'ai beaucoup aimé ce travail, mais qu'il me satisfaisait pas pleinement, et donc j'ai continué les études en parallèle, et à chaque fois, enfin moi j'ai fait mes études en même temps d'un boulot à temps plein en CDI, quoi, tu vois, je posais mes congés pour passer mes partiels, enfin voilà, tu vois, tout en ayant une vie de famille. Donc ça c'est l'histoire de ma vie, tu vois, donc en fait, ça s'est fait naturellement parce que je sais que je pense que je suis douée pour ça. Et donc, voilà, je l'ai fait. Ça me fait penser à une question, à une personne que je connais, qui fait 25 000 choses dans sa vie, comme toi, le métier, plus passer le diplôme, etc., que tu as envie de lui dire, mais pense à toi des fois, enfin, repose-toi, parce que ça en devient des... En fait, moi, je pense beaucoup à moi, en vrai. Ouais. Moi, je pense à moi, en fait. En vrai, j'ai pas l'impression... Au contraire, je pense qu'en faisant tout ça, je pense à moi. Tu vois? Parce que c'est ça qui me nourrit intellectuellement. Et que, tu sais, on sait... Enfin, je veux dire, imaginons qu'on ait 90 ans à vivre. On fait une moyenne, on sait jamais. Peut-être plus, peut-être moins. Bon, eh ben, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ces 90 ans? Et moi, je vois vraiment la vie comme une expérimentation. Je veux expérimenter les trucs. Alors, il y a des choses qui me tentent pas, donc j'irai pas faire, tu vois, vraiment pas. Mais sinon, quand j'ai envie, en fait, j'ai envie d'avoir envie. Et j'ai envie de développer cette envie d'avoir envie. Donc, ça fait beaucoup rire mon mari qui n'est pas du tout comme ça.
Mais du coup, c'est parfait en fait, on fait un juste milieu et j'ai toujours 1000 projets à la fois. Et ma plus grande frustration, c'est que je sais que j'aurais pas assez d'années pour tout expérimenter. Bon, bah, il faut que je fasse des choix. Dernière question, Elodie, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Euh, Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné jusqu'à présent dans ta vie? Mhm. Si, attends, c'est une phrase. C'est une phrase que je me note et tu vois, je l'ai en fond d'écran, il y a marqué vous pouvez soit traverser la douleur de la transition, soit la douleur de la stagnation. C'est-à-dire que pour toute difficulté, si tu veux, tu vas forcément être dans l'inconfort. Mais soit tu choisis en fait cette douleur de l'inconfort pour changer quelque chose, soit tu acceptes la douleur de l'inconfort que tu ressens dans ta situation actuelle. Tu as le choix. Dans tous les cas, tu souffres. Donc est-ce que tu veux souffrir pour rien ou est-ce que tu veux souffrir pour tenter quelque chose? Et ça me guide beaucoup dans l'entrepreneuriat, ça me guide beaucoup. Bien, ça rejoint pas mal avec l'expérimentation dont on parlait tout à Ouais, l'heure. bah c'est ça. Bah, tu vois, ça me guide bien. C'était génial, j'ai adoré faire cet épisode avec toi. Je viens de voir le temps, ça fait quasiment 1 heure. On n'a pas vu le temps passer. Enfin, pour ma part, du moins. Merci pour cet échange. Donc, du coup, tu as une dizaine de livres sur différents sujets pour accompagner l'enfant, la femme ou la personne sur l'hypersensibilité, TDAH, etc. Tu as aussi un podcast avec un peu plus de 50 épisodes, je crois. Je sais pas, je sais plus. Je te le dis. Ah merci, tu les as comptés. Ah ouais, ça doit être ça. En plus, ouais, t'as raison. Euh, tu peux donner un nom peut-être de l'épisode? Oui, c'est le podcast Potentiel, tout simplement. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et il y a un nouvel épisode tous les lundis. Voilà, tous les lundis matin, il y a un nouvel épisode. Donc il a 1 an et je suis très contente. Il a maintenant plus de 250 000 écoutes et tout. Il fonctionne bien. Tiens, 1 an dans 50 épisodes. On est bon. Mais c'est ça, on est bon, on est bon. Donc ce sont des épisodes où tu parles, où tu transmets? Alors, un épisode sur 2, c'est moi. Et c'est ça. Et un épisode sur 2, c'est moi qui je vais développer un sujet en particulier. Et un épisode sur 2, j'interviewe quelqu'un lié aux atypies, soit pour un témoignage, soit parce que c'est un professionnel, voilà, et qui peut nous parler aussi sous un angle différent. Moi, j'aime bien aussi, tu vois, inviter des gens qui pensent pas forcément comme moi ou qui le transmettent pas de la même manière, parce que je crois pas en la vérité absolue du tout. C'est hyper enrichissant. Ouais, voilà. Donc, du coup, à chacun fait sa popote après. Donc l'épisode potentiel, pardon, le podcast potentiel que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes également. Elodie Crépel, ton site internet, si vous voulez en savoir plus, et vous avez un super annuaire pour découvrir les personnes, les professionnels qui sont autour de chez vous pour pouvoir avancer sur votre chemin, on va dire ça comme ça. Merci à toi, Elodie, pour tout cet échange et la richesse de tes propos. C'était top. Merci. Merci à vous aussi d'avoir écouté ou regardé cet épisode qui est disponible donc sur Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, sur toutes les plateformes comme le podcast potentiel et également sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspirer. Salut!